Donc on va démarrer. Merci beaucoup d'être présent. Alors pour l'instant on est peu nombreux, mais ça va certainement arriver au fil de l'eau. Moi je suis Thomas Martin, chargé de mission CAPS Bretagne. Je suis très content d'accompagner Sophie et l'équipe également d'Intimagir et l'équipe de Réseau Périnatalité sur ce webinaire dédié à la parentalité des personnes en situation de handicap en période périnatale. Euh, Avant de démarrer, donc vous avez probablement remarqué que la conférence en ligne est enregistrée, donc il y aura un replay qui sera disponible si vous souhaitez la revisionner ou la partager autour de vous. Si vous ne souhaitez pas être filmé durant le webinaire et apparaître à l'écran, on vous invite bien sûr à fermer votre caméra et puis petite précaution également, une vigilance à ne pas ouvrir votre micro avant la période des questions qui interviendra après l'intervention de Sophie, donc en fin de webinaire, afin de ne pas parasiter, on va dire, le fil et l'intervention de Sophie. Et puis, dernière chose, donc si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace dédié, donc conversation, qui est la petite bulle en haut de votre fenêtre, ou si vous le souhaitez, comme je le disais, en fin d'intervention, on pourra prendre vos questions directement, puisqu'on n'est pas non plus extrêmement nombreux, ça sera tout à fait gérable, donc il n'y a pas de souci. Si vous préférez passer à l'oral directement, ben, ça sera en fin de webinaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bon webinaire et je passe la parole à Madame Valérie. Je ne sais pas si je prononce bien, excusez-moi. Pas de souci, c'est parfait. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Yvette Valrich, directrice médicale au réseau Périnatalité Bretagne, et je suis extrêmement ravie de clôturer cette semaine sécurité patient qui a eu lieu, ça vous aura pas échappé, en septembre. Et nous avions décidé, en lien avec l'équipe du CAPS, de prolonger effectivement cette semaine avec ce sujet autour de l'accompagnement des parents. Je vous rappelle que le sujet de la semaine sécurité patient, c'était des soins sûrs pour chaque nouveau-né, et que ce sujet d'allier donc la parentalité, la périnatalité avec le handicap nous paraissait tout à fait pertinent, et en lien avec la sécurité, non seulement affective, émotionnelle, mais aussi physique du nouveau-né. Et ravie encore une fois d'accueillir Sophie Garcia qui va vous présenter, qui a beaucoup travaillé, qui va vous présenter un super topo autour de ces situations avec des outils en lien avec Brest Santé Handicap, le centre Intime Agir bien évidemment, et notre travail conjoint avec le CAPS Bretagne. Donc merci beaucoup et puis bon webinaire à tous alors. Merci à tous les deux pour cette introduction. Alors, je suis Sophie Garcia, je suis sage-femme de formation et après avoir fait un master de santé publique intitulé Situation de handicap et participation sociale, je travaille maintenant comme chargée de mission dans deux dispositifs régionaux qui sont financés par l'ARS, Braille Santé Handicap, que je vais vous présenter tout à l'heure, et Intime Agir Bretagne. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons nous intéresser à cette question de l'accompagnement des parents en situation de handicap. Et comme le disait Yvette Valrich, c'est dans le cadre effectivement de cette semaine de sécurité du patient, en particulier autour de la question de la sécurité du nouveau-né. Et c'est vrai que voilà, quand on accompagne des parents qui ont des besoins particuliers, on voit qu'il va tout à fait falloir s'adapter pour pouvoir sécuriser les parents et donc sécuriser le nouveau-né et la relation parent-enfant. Alors, je vais revenir voilà, au diaporama pour bien. Alors, en ce qui concerne les questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Par contre, c'est vrai que pour un côté pratique, j'y répondrai à la fin. Mais voilà, au fil de l'eau, si vous en avez une, n'hésitez pas à la poser. Alors, tout d'abord, en introduction, qui est handicapé et que signifie être en situation de handicap? Alors, aujourd'hui, on se base au niveau de la définition
en fait, sur celles qui figurent en France dans la Grande Loi Handicap, qui est la loi du 11 février 2005, hein, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et qui définit le handicap ainsi. Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. On voit en fait dans cette définition un aspect qui est extrêmement important et pour lequel les personnes en situation de handicap ont beaucoup milité. C'est l'aspect en fait interaction entre un environnement et une personne qui présente donc une particularité, hein, une altération substantielle, durable ou définitive de certaines fonctions. Alors, cette question d'interaction est extrêmement importante parce que, en fait, nous, professionnels, on fait partie de l'environnement et donc, quand une personne en situation de handicap est en relation avec nous, l'idée, c'est que nous, on favorise l'environnement de façon à ce qu'il soit le plus adapté possible à cette personne pour ne pas créer de situation de handicap. Alors, je vais vous donner un petit schéma pour ça, pour vous donner une représentation. En fait, quand on prend la relation entre une personne en situation de handicap et un professionnel, on va voir que cette personne en situation de handicap, eh bien, elle a ses facteurs personnels qui sont ses facteurs identitaires, un homme, une femme, son système organique, ses aptitudes. Et donc là, il peut y avoir effectivement des particularités en lien avec sa santé qui constituent un empêchement en fait, hein, avec parfois des aptitudes qui sont restreintes. Donc ça peut être plutôt facilitateur ou obstacle. Et puis cette personne, eh bien, elle est face à des facteurs environnementaux. Donc ça peut être nous, le professionnel, hein, dans l'environnement micro de la personne. Ça peut être alors ensuite, si on prend la situation, par exemple, dans une maternité, hein, ça va être les aides-soignantes, les auxiliaires de puériculture, médecins, sages-femmes de cette maternité qui vont interagir avec la personne. Et puis, il y a l'environnement qui est encore autour. Là, ça va être plutôt la maternité en elle-même. Est-ce que cette maternité, elle va mettre en œuvre des dispositions pour faciliter l'environnement? Puis il y a encore un espace beaucoup plus grand qui est là plus d'ordre politique, la société. Et par exemple, on voit qu'en France, il y a la loi 2005 hein, qui oblige, par exemple, les établissements recevant du public à être accessibles. Et donc cette personne, eh bien, elle va avoir un rôle social, une habitude de vie en fait. Ça peut être par exemple d'aller en consultation allaitement, ça peut être d'être reçu dans un service de néonatologie où son enfant est hospitalisé. Et elle va remplir en fait cette activité, ce rôle social. Et en fait, on voit que l'interaction entre tous ces éléments, les facteurs de cette personne, les facteurs environnementaux et cet état-là d'être dans une maternité, va être soit facilitant, soit obstacle. Alors, ce que je voudrais vraiment que vous compreniez, c'est que quand on parle de situation de handicap, eh bien, c'est l'interaction entre ces différents éléments. Et puis, bien sûr, ces différents éléments vont évoluer dans le temps avec un flux temporel, en fait, évidemment, en fonction, voilà, qui va évoluer petit à petit. Donc, quand on parle de situation de handicap, on parle de l'interaction entre tous ces éléments. Ça, c'est important parce que vraiment, nous, professionnels, il faut vraiment nous situer dans ces facteurs environnementaux. Et on voit que selon l'attitude qu'on va avoir, on va être plus ou moins facilitant pour la personne. Et soit on va la mettre en situation de handicap, soit on va la mettre en situation de participation sociale. Donc, on parle de handicap de situation, hein, c'est un terme qu'on entend beaucoup. Personne en situation de handicap. Et qui vient en fait vraiment rappeler cette interaction entre la personne et son environnement.
Donc une personne en situation de handicap ne l'est pas par essence, ni 24 heures sur 24, ni dans toutes les situations, ni dans toutes les activités. Une personne peut se retrouver dans des situations de handicap. Ça, c'est vraiment un concept qui a été développé par le professeur Minière en France et qui a été soutenu par les personnes handicapées militantes. Donc aujourd'hui, le handicap n'est plus envisagé comme un attribut de la personne, mais comme une restriction de sa participation sociale, résultant donc de l'interaction entre une limitation de d'activité liée à un problème de santé ou des obstacles environnementaux. Donc ça, c'est un élément qui est important. Alors vous verrez que dans le langage courant, on entend souvent encore voilà, parfois dans les journalistes ou même des fois des professionnels, quelqu'un qui dirait personne en situation de handicap moteur, en fait, on voit que c'est un non-sens. Soit c'est une personne qui est en situation de handicap, et à ce moment-là, on ne parle pas de ses particularités physiques, etc. Donc elle est en situation de handicap du fait de l'interaction avec l'environnement. Par exemple, c'est une personne qui veut aller voter et à la mairie, il y a des escaliers. Là, elle est en situation de handicap. S'il n'y a pas d'escalier et qu'elle est en fauteuil roulant, elle va pouvoir rentrer facilement. Elle ne sera pas en situation de handicap. Ou bien sinon, on va dire c'est une personne qui présente un handicap moteur et là, on se focalise uniquement sur sa déficience. Voilà. Alors, après ces présentations voilà, de définition, eh bien, je vais vous présenter en fait les différents profils concernés par des situations de handicap. Alors, c'est assez large en fait, et il faut quand même se rappeler que 80% des handicaps sont invisibles. Voilà, donc moi souvent dans ma pratique, quand je rencontre des professionnels de santé et que je leur demande, voilà, est-ce que vous avez de temps en temps vous accueillez des personnes en situation de handicap, bien souvent ils me disent bah non. Puis quand on commence un petit peu à chercher, vous êtes sûr des troubles psychiques, des personnes qui présentent une dépression, des troubles de la conduite alimentaire, une maladie chronique, bah là oui, tout de suite on voit que effectivement c'est quand même plus fréquent, c'est des choses qui se voient pas. Donc en fait voilà, les personnes en situation de handicap représentent 6 à 18 millions de personnes en France. Donc, vous voyez qu'on va du simple au triple. En fait, ça dépend un petit peu de quelle définition on prend. Est-ce que la personne se sent en situation de handicap? Est-ce qu'elle a une reconnaissance administrative? Donc, c'est ça qui fait un petit peu varier les chiffres. Et puis, donc, dans le handicap, eh ben, voilà, il y a les personnes qui présentent des troubles psychiques, des troubles cognitifs, les troubles 10, etc., un polyhandicap, des troubles du développement intellectuel, des troubles moteurs, avec sclérose en plaques, paralysie cérébrale, les maladies chroniques invalidantes, comme le diabète, le lupus, l'épilepsie, l'endométriose, etc. Les maladies qui engendrent une incapacité visuelle, incapacité auditive avec les malentendants et les sourds, et puis les personnes qui présentent des troubles du spectre de l'autisme. Donc voilà pour vous donner une idée un petit peu globale des personnes dont on va parler aujourd'hui. Alors ensuite, en pratique, en fait, quand on est professionnel, comme je vous le disais, on fait partie donc de l'environnement et l'idée, c'est qu'on soit au maximum facilitateur. Et eh bien, s'il y a une question en fait finalement de posture pour le professionnel, il faut se rappeler que le patient, c'est lui qui est expert de sa situation. Vous voyez que dans toutes ces variétés de types de situations de handicap, de profils de personnes, on a beau avoir avalé tous les livres possibles de médecine, en fait, on ne sait pas ce que c'est que de vivre avec un handicap. Donc, pour accueillir et accompagner une personne en situation de handicap, anticiper ses besoins, mettre en place d'éventuels aménagements, il est indispensable de consulter la personne elle-même. Et c'est la personne en situation de handicap qui est donc experte de sa situation. Et donc, elle doit être au cœur des décisions la concernant. Ça paraît évident, mais dans les faits, c'est pas toujours ce qui se réalise. On peut vite glisser, en fait, en tant que professionnel, en se posant dans la posture plutôt du sachant et de prendre les décisions à la place de la personne ou l'orienter, etc. Alors, la place des proches,
des aidants, des personnes qui viennent en soutien de la personne, aussi des professionnels qui travaillent avec la personne en situation de handicap. Parfois, ça peut être nécessaire en fait de venir les consulter, de prendre l'appui donc d'un proche aidant. Ça peut être le coparent, ça peut être les propres parents de la personne, ça peut être un professionnel, et donc ils peuvent être un soutien pour le professionnel et la personne en ayant toujours comme point de vigilance de favoriser l'autodétermination de la personne accompagnée. Donc voilà pour ce premier point. Ce que je voulais aborder également, c'est la question de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Donc, les personnes en situation de handicap, en fait, globalement, sont moins bien soignées, hein, alors, pour plusieurs raisons, hein, je vous les énumère assez rapidement. Et ça, il faut bien se le rappeler. Donc, bien souvent, c'est que les professionnels, en fait, n'ont pas une attitude adaptée. Et donc, ça va provoquer une crainte, une non-compliance, et du coup, des patients qui reprennent par rendez-vous, qui sont mal suivis. Il y a très régulièrement des refus de soins de la part des praticiens. Donc, ça, on le voit bien sur le Handifaction, hein, vous pourrez cliquer sur le lien. Il y a aussi beaucoup de problèmes liés au transport. Donc, il faut penser que dans notre bureau, quand on prescrit un examen complémentaire, il faut voir comment ça va se passer pour la personne, comment est-ce qu'elle va pouvoir faire cet examen concrètement. Et des fois, un petit coup de fil, ça peut simplifier beaucoup de choses. En tout cas, il faut essayer de simplifier la vie des gens. Le mode de prise de contact, des fois, qui est non inclusif, hein. Moi, il y a des personnes qui me disent, mais moi, j'ai jamais de sourd, mais si la seule personne, le seul moyen d'être contacté, c'est par téléphone, c'est normal qu'on n'a pas de patient sourd. Voilà, les personnes sourdes, malentendantes, dysphasiques, autistes sont en difficulté souvent avec le téléphone. Les actions aussi de promotion et de prévention de la santé ne sont pas inclusives, bien souvent ne sont pas adaptées. Très souvent, les informations sur le traitement sont données de façon inadaptée. Donc, il y a des personnes qui ne comprennent pas bien leur ordonnance, qui ne comprennent pas bien la prise en charge et qui, de fait, sont moins bien soignées. Il y a bien sûr un manque de formation des soignants, donc que ce soit en formation initiale ou continue. Et puis, il y a un manque de possibilités d'adaptation liées aux coûts engendrés par les prises en charge, donc qui sont plus longues et plus complexes. Donc, il y a vraiment un besoin de sensibiliser et de former les professionnels. Alors, pas seulement les professionnels de santé qui sont sur le terrain, mais aussi les administratifs pour qu'eux aussi soient sensibilisés, pour favoriser des projets, déclenchement de financement pour améliorer l'accueil de ces personnes. À savoir aussi, point important, c'est que les personnes en situation de handicap sont plus souvent victimes de violences. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance à avoir, hein, où vous avez 4 femmes handicapées sur 5 qui sont victimes de violences, 34% des femmes handicapées qui ont subi des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire, contre 19% des femmes dites valides. Et donc, les femmes en situation de handicap sont confrontées à des difficultés d'accès aux soins, d'accès à leurs droits, ce qui fait que ça ne va pas favoriser la libération de leur parole, le dépistage et la prise en charge. Sur le plan de la parentalité, eh bien, ça a été longtemps tabou, parentalité et handicap. Ça reste encore quand même compliqué aujourd'hui. Il y a beaucoup de stigmatisation, c'est ce que nous disent les parents. Beaucoup d'attitudes jugeantes, en fait, des professionnels qui sont parfois inadaptés, parfois violents. Il y a un grand manque de soutien, en fait, des compétences parentales. Et là, on le voit dans cet aspect de sécurité du nouveau-né, combien c'est important, en fait, de venir soutenir les compétences parentales, soutenir le lien parent-enfant. Et en fait, les parents en situation de handicap rapportent beaucoup le fait que les professionnels sont assez suspicieux, se focalisent d'abord sur leurs déficiences, avec des injonctions des fois qui mettent à mal la relation parent-enfant. Et puis, il y a un besoin d'accompagnement spécifique dans le soutien du lien parent-enfant. Voilà, il y a des personnes qui craignent de transmettre une pathologie, des personnes qui vont remettre en cause leurs propres compétences pour élever leur enfant. Donc là, il y a besoin d'un soutien qui est vraiment spécifique. Et pour ça, il y a besoin aussi de former les professionnels. Et je dirais même il y a un savoir à créer, en fait. Il y a la recherche à développer dans ces questions-là. Donc, c'est vraiment ce savoir à produire en obstétrique aussi pour prendre en charge certaines pathologies spécifiques. Voilà. Et puis, en lien avec la parentalité, eh bien, il y a bien sûr la question de la sexualité. Alors, sexualité handicap,
pareil, ça a longtemps été un tabou. Les personnes handicapées ont longtemps été vues comme des personnes asexuées, voire même parfois dangereuses sexuellement, hein. On pense pas mal ça en psychiatrie, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été informées au moment de leur puberté. Les professionnels du secteur médico-social, du secteur sanitaire, sont peu formés en fait sur cet accompagnement-là. Et puis il y a des besoins qui sont très divers en fait, hein, sur la question de sexualité pour des personnes qui présentent des troubles moteurs, la sexualité pour des personnes qui ont des traitements, qui ont des effets en fait secondaires, enfin, effets indésirables sur la sexualité. Et puis, il y a des questions éthiques, hein, avec les notions de consentement, la question de la contraception chez les personnes en situation de handicap, leur consentement pour la contraception, les questions d'accompagnement sexuel, etc. Alors, pour cette présentation, on s'était posé la question de venir faire témoigner une personne en situation de handicap. C'est vrai que l'intervention étant assez courte et puis moi je trouve que c'est important voilà, de donner un sens à un témoignage et qu'on puisse vraiment travailler autour. Ce que j'ai proposé, c'est plutôt de reprendre en fait des témoignages qui m'ont été confiés de personnes en situation de handicap que j'ai rencontrées, puis d'une professionnelle aussi. Et voilà, je vais vous lire ces témoignages, ça va pouvoir aussi éclairer euh, des situations que les parents ont vécues. Donc le témoignage d'Ophélie, qui est sourde, à propos d'un parcours en assistance médicale à la procréation en 2021, qui nous dit, il y a un manque d'accessibilité. Par exemple, quand j'ai fini mes injections, il fallait téléphoner. Mais moi, comment je téléphone? Je suis toujours obligée de solliciter ma mère. Je ne peux pas avoir cette partie qui concerne ma vie privée juste pour moi et la tenir secrète. Je trouve que notre intimité n'est pas respectée. Quand j'ai demandé à les contacter par mail, ils ont refusé. Lisa, qui est ergothérapeute, qui nous dit, lorsque des parents utilisent un lit adapté par un menuisier pour qu'ils puissent l'utiliser, par exemple avec un fauteuil roulant, la plupart du temps, les travailleurs sociaux s'opposent à l'utilisation du lit sans normes CE et privilégient la mise en place de TISF. Les parents se culpabilisent, ils ont l'impression d'être de mauvais parents. Cette attitude ne favorise pas du tout leur autonomie et le lien parent-enfant. Anne, qui est sourde, à propos de son arrivée aux urgences de la maternité pour accoucher en 2023. Pour mes deux premiers enfants, quand je suis arrivée, j'ai dû donner des explications. J'ai dû dire que j'étais sourde. J'ai bien vu que c'était à moi de m'adapter. Il a fallu expliquer comment communiquer avec moi en plein milieu de mes contractions. Alors que pour le troisième, lorsque je suis arrivée, j'ai senti que la personne avait déjà été sensibilisée. Ça n'avait rien à voir. Je me suis très bien entendue avec les sages-femmes qui m'ont accompagnée et j'étais vraiment à l'aise. Nous nous sommes bien comprises. Anne, qui est sourde à propos de son accouchement en 2021. Elle me tenait les jambes. J'étais très agitée et j'étais complètement paniquée et elles étaient dures avec moi. J'avais peur. Un monsieur m'a mis une ventouse. Ça ne marchait pas. Ensuite, il a mis les forceps et il a essayé de les mettre dans mon vagin. Je sentais tout. Ils ont voulu me mettre mon bébé sur le ventre. Mais moi, sur le moment, je l'ai repoussé. J'étais sous le choc. Mon corps avait subi des violences. Camille, à propos de sa consultation auprès d'une sage-femme. Elle et moi n'avons pas les mêmes problématiques en tête. Je souhaite une aide ou des réponses techniques qui complètent si possible ce que le Centre Papillon, donc le Centre Papillon, c'est une association d'aide à la parentalité des personnes en situation de handicap dans le Finistère qui a fermé aujourd'hui. Donc ce que le Centre Papillon m'apporte déjà. Elle précède mes besoins en déduisant de mes propos que je ne saurais pas gérer la parentalité et qu'il me faudra une aide médico-sociale. Or, ce qu'elle a pris pour de l'inquiétude de ma part n'était que l'exposition d'une réflexion en cours sur le futur. Je saurais gérer. Mais il faut que j'ai plus d'éléments pour trouver comment. Et il me semblait pertinent de chercher ces pièces manquantes auprès d'une sage-femme. Julie qui présente une paralysie cérébrale à propos du postpartum.
Mon postpartum ensuite a été très difficile car c'était le retour des douleurs. Je n'avais pas eu d'infos de la part du corps médical sur ce point. Et là, petite parenthèse, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de recherche sur ces questions-là, paralysie cérébrale et postpartum, grossesse, l'effet des hormones. Mais plutôt des mises en garde avant ma grossesse à propos des effets de la paralysie cérébrale sur la grossesse. Par exemple, le fait que l'accouchement sera compliqué du fait de la spasticité. Julie, qui présente une paralysie cérébrale et qui est maman d'un garçon de 10 ans. À 18-20 ans, lors de mon premier rendez-vous avec une gynécologue, celle-ci m'a dit des atrocités. Je ne pourrais pas avoir de vie amoureuse, je risquais de blesser mon partenaire et que je n'aurais jamais d'enfant. Je ne suis pas retournée chez le gynécologue pendant 10 ans suite à ce rendez-vous. L'image du corps se construit à travers le regard des autres. Et on se construit avec ce regard. C'était très difficile d'avoir reçu ces propos à cet âge. J'ai eu une image très négative de mon corps et de moi-même. Enfant, je ne me projetais pas dans une vie de femme avec un enfant car mon corps était différent. J'ai dit à mon père à l'âge de 6 ans, je n'aurai jamais d'enfant car je suis handicapée. Il a été pris au dépourvu et ne savait pas quoi me répondre. Anne qui est sourde à... Donc c'est des propos recueillis en 2023. Quand on voit quelqu'un qui signe bonjour, on se dit tout de suite c'est bon. Cette personne sait comment faire avec un sourd. Ça rassure tout de suite. On sait que la personne va chercher des solutions pour qu'on puisse se comprendre, qu'elle va parler doucement, qu'elle va écrire quelques mots, et du coup, on voit qu'elle essaye de s'adapter à nous. Voilà, je voulais terminer par ces propos positifs et qu'on voit qu'en fait, quand un soignant essaye de s'adapter, même s'il n'est pas complètement adapté, mais qu'au moins il essaye, bah, tout de suite, ça rassure. Alors, voilà, quelques petits conseils que je peux me permettre à vous donner pour accompagner les parents en situation de handicap au moment en fait de la grossesse, dans toute cette période de périnatalité. Déjà, c'est vraiment se rappeler que c'est le patient qui est expert de sa situation. Donc, il faut qu'en fait, on réfléchisse sur notre posture de soignant. C'est vraiment au patient enfin, on va s'adapter au patient et non l'inverse. Et donc, ce sont les besoins du patient. En fait, les besoins du patient ne sont pas forcément ceux qu'on a identifiés, nous, en étant soignants. Donc, c'est important vraiment de partir de l'autre. C'est quand même des choses qu'on essaye de beaucoup développer dans toutes les formations aujourd'hui, hein. Mais vraiment de partir des besoins du patient et, euh, et de pas nous voilà, présupposer de certains besoins, certaines demandes. Et là, on voit vraiment dans cet aspect euh, sécurité de l'enfant, le soutenir la relation parent-enfant, que bah, si on répond pas en fait aux besoins, la relation parent-enfant n'est pas bien sécurisée parce que le parent, il va rester avec ses questions, il va rester dans ce sentiment bah, de ne pas pouvoir être écouté en étant voilà, insécurisé. Et ça a des répercussions en fait. Donc c'est vraiment très important de fonctionner de cette façon. Et puis bien sûr, bah, de confirmer en fait les compétences parentales, hein. On voit bien que les parents nous disent beaucoup, on se focalise en fait sur ce qui ne va pas chez eux, sur les problématiques que bah, leur profil va faire que ça risque d'entraver voilà, leur fonction parentale. Alors qu'il y a des choses qui vont bien, et donc c'est vraiment important de s'appuyer sur en fait ce qui va bien. Il y a un besoin de réassurance, hein. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'appréhension chez les personnes en situation de handicap. Elles nous disent toutes, elles ont la crainte de savoir bah, comment est-ce qu'elles vont être accueillies pendant une consultation, dans leur prise en charge. Et comme bah, certaines d'entre elles ont des parcours médicalisés parfois assez lourds, bon bah voilà, la blouse blanche pendant la grossesse, il peut y avoir une certaine appréhension. Et donc il y a besoin de réassurance. Il faut adapter la temporalité. C'est des consultations qui peuvent être plus longues et ça, c'est important d'aller militer auprès des administrations, voilà, notamment dans les structures hospitalières, pour bah, avoir des temps de consultation plus longs.
Il faut toujours poser la question des violences de façon systématique. Et puis, la question de l'anticipation est hyper importante. En fait, quand il y a un projet de grossesse, c'est vraiment important de prévoir une consultation préconceptionnelle. Ça permet vraiment de poser les choses, d'anticiper s'il y a des choses à mettre en place. Et puis, quand la grossesse est là, euh, dans la période anténatale, c'est vraiment important d'anticiper le séjour en maternité, le temps de la naissance, le temps dans les suites de couches et d'anticiper tout le retour à la maison, le postpartum. Ça, c'est vraiment primordial. On se retrouve trop voilà, en maternité à accueillir des parents et pris au dépourvu, on ne sait pas comment faire, les équipes ne sont pas au courant, etc. Et là, je vais essayer voilà, de vous donner des outils concrets pour mettre en place des choses dans les services, dans l'accompagnement, pour pouvoir bien anticiper. Donc, faut pas hésiter du coup à multiplier un petit peu plus les entretiens et les consultations dans la mesure du possible pour répéter les entrevues et vraiment s'adapter au mieux, rechercher les besoins et anticiper au mieux l'accompagnement des parents. Donc moi je trouve que c'est quand même assez intéressant de favoriser la déclaration de la sage-femme référente. Donc là je vous ai mis le lien vers toutes les informations. Et c'est vrai que la sage-femme référente va pouvoir faire le fil rouge dans l'anté et le post-natal pour toute la prise en charge des parents. Donc, il existe aussi des formations et des ressources, notamment une formation avec le réseau Périnatalité Bretagne. Il existe des webinaires, des formations en ligne et des ressources que je vais pouvoir vous présenter pour améliorer tout ça. La communication, c'est un enjeu central pour la sécurité du patient. Vous le comprenez bien, il y a un risque d'erreur de prise en charge, un risque d'incompréhension du patient et du soignant. Voilà, on a tous, je pense, rencontré des situations des fois graves, en fait, liées à une incompréhension de prise en charge. Et puis, quand bien même s'il n'y a pas de voilà, de conséquences graves pour la santé, il peut y avoir un impact quand même psychologique qui peut être difficile. Donc, l'enjeu central dans la prise en charge, c'est de pouvoir bien communiquer. Donc, c'est pour ça qu'il faut à la personne bien présenter le déroulement de la consultation, de l'entretien, combien de temps ça va durer, de quoi on va parler, encore plus pour des personnes qui présentent des troubles du spectre de l'autisme, par exemple, une déficience intellectuelle, de dire, ben voilà, de quoi on va parler, comment ça va se passer. Euh, c'est très important de se rappeler les droits du patient. Il y a un droit donc au choix. Pour cela, il faut avoir bien compris les prises en charge possibles. Ils ont le droit d'être informés. Donc, il faut que l'information elle soit intelligible et accessible. Il faut bien sûr qu'il y ait un consentement dans les soins. Donc, encore plus, voilà, pour des actes qui touchent à l'intimité. Ça permet aussi de mettre en perspective des situations non consenties dans le vécu de la personne. Quand on demande le consentement pour réaliser, par exemple, un toucher vaginal, voilà, c'est des aspects extrêmement importants. Et puis, bien sûr, le respect, la dignité, le secret des informations concernant la personne. Donc, il y a la charte de la personne hospitalisée, bien sûr. Et puis, quand ce sont des majeurs protégés, voilà, je vous ai mis le lien vers différentes ressources euh, pour quand la prise en charge se fait dans le cadre d'une personne qui a une mesure de protection judiciaire. Donc voilà, il existe des outils de communication adaptés, en facile à lire et à comprendre, le FALC par exemple, des images, des pictogrammes, tout ça on peut les retrouver sur nos sites Intimagir Bretagne et Brest Santé Handicap. Je vais pouvoir vous expliquer un petit peu comment retrouver tout ça. Et puis pour rappel, pour les personnes sourdes, la présence d'un interprète en langue des signes française est à la charge des établissements publics. Et on peut faire aussi intervenir un intermédiateur en langue des signes française, c'est une personne sourde qui vient faire le pont entre le patient sourd et le soignant entendant. Ce qui est très important dans la prise en charge des personnes en situation de handicap, en fait, c'est de travailler en interdisciplinarité. Donc des fois, c'est une prise en charge qui est spécifique. En fait, il existe des dispositifs ressources sur le territoire. Il existe aussi des associations de patients, de personnes concernées. Il y a des dispositifs aussi locaux d'amélioration de l'accès aux soins.
il y a des centres de ressources et il y a des professionnels de santé qui sont experts. Donc tout ça, on les retrouve assez facilement sur nos sites. Là, je vous ai mis quelques liens et je vais pouvoir vous présenter sur nos sites internet comment retrouver en fait assez facilement les différentes ressources, dispositifs ressources, etc., sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Et ça, c'est vraiment très aidant. Et puis, c'est aussi ce qui est intéressant dans notre travail, c'est de travailler à plusieurs pour à vraiment améliorer notre prise en charge. Donc, en petit bilan, eh bien voilà, pour sécuriser tout ce petit monde, ben, il y a un savoir-être en fait. Donc, je vous rappelle que c'est le soignant qui s'adapte à la personne et non l'inverse. C'est de prendre son temps, c'est d'être patient, d'être à l'écoute, que les besoins identifiés par le professionnel ne sont pas les mêmes que ceux du patient, de s'appuyer sur les compétences de la personne, de voir ce qui va bien au lieu de se focaliser sur les déficiences et d'être certain que la personne a bien compris et qu'elle a bien été comprise aussi. Ça va dans les deux sens. Et puis, il y a un savoir-faire, c'est le fait de favoriser la coordination du parcours en périnatalité, donc de déclarer la sage-femme référente, de travailler en équipe pluridisciplinaire, s'appuyer sur des centres experts, et puis de s'informer auprès de centres ressources. Et donc, au cœur de notre pratique, on a cette sécurité affective, émotionnelle et le soutien du lien parent-enfant. Alors, ce que je souhaite maintenant vous présenter, ce sont les différents dispositifs ressources en Bretagne. Donc, je vais vous présenter déjà les deux dispositifs dans lesquels je travaille. Le premier, c'est Braille Santé Handicap. Donc, c'est un pôle de ressources régionales donc, qui est soutenu et financé par l'ARS Bretagne, qui vient en appui aux professionnels et dispositifs intervenant dans le champ du soin ou du handicap. Et donc, il a pour objectif d'améliorer l'accès aux soins et la prise en charge des personnes en situation de handicap. Elle a plusieurs missions, hein, d'informer sur les ressources existantes, de sensibiliser les professionnels, développer des outils, des projets, réaliser des enquêtes, et puis on anime plusieurs groupes de travail. Alors, on a un site internet, en fait. Donc, je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que vous pouvez trouver sur ce site. Donc, je vais faire ça assez rapidement, hein, mais c'est juste pour vous donner une petite idée. Donc, voilà la première page de notre site. Sur ce site, en fait, c'est l'occasion pour vous de trouver des ressources qui sont assez diverses. Donc, vous avez déjà un annuaire en ligne, avec un annuaire cartographique des professionnels de santé et des structures d'accompagnement. Hein. Donc, sur cet annuaire, vous avez des professionnels de santé qui se sont référencés. Vous pouvez sélectionner la profession, hein. Il y a des sages-femmes, des médecins, etc. Vous pouvez trouver des actualités, donc sur différentes thématiques, un agenda avec des événements. Vous voyez qu'il y a notre webinaire d'aujourd'hui qu'on a noté. Donc, ça peut être des webinaires, ça peut être des colloques, etc. Ce qui peut être vraiment utile, ce sont les ressources. Donc, les ressources, ça peut être des recommandations professionnelles, ça peut être des études, des enquêtes, des podcasts, des textes législatifs, des webinaires, etc. Vous pouvez sélectionner la thématique qui vous intéresse. Vous voyez qu'on a une qui concerne la vie affective et la parentalité, et éventuellement le type de handicap. On réalise des newsletters qui sont des dossiers thématiques sur différentes thématiques. La dernière était sur les aidants. Et puis, vous avez des pages thématiques avec une page qui concerne les parcours de santé complexes. Et c'est ici que vous pouvez retrouver, par exemple, des fiches ressources. Donc, on a les fiches ressources. Ce sont des petites fiches qui peuvent vous donner tous les dispositifs ressources, par exemple là sur le département 22, par exemple pour une personne qui présente des troubles du développement intellectuel, vous avez le CRDI qui pourra vous venir en ressources, etc., en fonction des différents profils des personnes. On a fiche ressources pour chaque département. Voilà, vous avez l'accès aussi vers les handi-accès qui sont des dispositifs pour les personnes qui sont en échec de soins dans le milieu ordinaire et donc qui peuvent faire des prises en charge vraiment spécifiques
pour les personnes en situation de handicap. Dans les pages thématiques, vous allez trouver dans les pages prévention différentes thématiques, notamment celle de la santé sexuelle de la parentalité, voilà, cancer, violence, etc., qui peuvent vous concerner. Vous trouvez nos webinaires sur notre page YouTube. On a une page YouTube en lien ici. Voilà. Et puis l'abonnement à nos newsletters si vous êtes intéressé. Donc voilà, pour vous donner une vision globale. L'autre dispositif, je vais vous le présenter. Alors, tac, on va passer à la suite. Voilà, ça je vous ai dit, le webinaire, et ça c'est notre contact à Brest Santé Handicap. Donc l'autre dispositif, c'est Intimagir Bretagne. Le centre ressources Intimagir Bretagne, en fait, c'est un centre de ressources sur la vie intime, affective, sexuelle, la parentalité et la lutte contre les violences pour les personnes en situation de handicap. Donc autant Brest Santé Handicap est vraiment destiné aux professionnels, le centre ressources Intimagir, en fait, s'adresse à toute personne en situation de handicap, les proches, les professionnels, etc. Il y a un Intimagir dans chaque région de France et donc nous portons celui de la Bretagne. Et donc pareil, nous avons un site internet que je vais vous faire visiter aussi rapidement. Donc voilà la page d'accueil du site. Même chose, on a un annuaire cartographique. Donc là, avec des dispositifs et des professionnels qui travaillent dans ces 3 domaines, sexualité, parentalité et violence, et puis handicap, bien sûr. Donc c'est des professionnels qui ont été sensibilisés au handicap ou formés. Vous allez trouver nos 3 pages thématiques. Donc une page sur la vie intime, affective, sexuelle, une sur la parentalité et une sur la lutte contre les violences. Vous allez trouver très utiles nos ressources. Alors là, pour le coup, ce sont des ressources, en fait, qui se veulent accessibles à tout public. Donc, ça peut être des ressources pour les professionnels, mais ça peut être bien sûr des ressources pour les personnes concernées. Donc, vous pouvez sélectionner le type d'accessibilité que vous souhaitez et vous allez trouver des mallettes pédagogiques, des documents en PDF à imprimer. Voilà, ça peut être très, très divers. Vous pouvez sélectionner la thématique, donc ça peut être par exemple grossesse et parentalité. Le type de contenu, si vous voulez un webinaire, une vidéo, recommandations, etc. L'accessibilité, le public, si c'est pour vous, professionnels, ou pour proches aidants ou personnes en situation de handicap. Et puis les âges de la vie, en particulier sur les documents concernant la sexualité. Voilà, en fonction des âges, il y a des choses un petit peu différentes. Voilà, donc sur la parentalité, pour vous montrer rapidement, il y a beaucoup de choses, comme le GPS parent. Là, donc vous pouvez après aller au niveau des ressources. En fait, ça vous emmène vers une page internet, vers l'achat d'une mallette pédagogique. Là, c'est le lien vers des webinaires, etc. Voilà, donc les ressources sont quand même très très variés. Vous voyez, il y a médico-signes avec des signes médicaux en langue des signes, une recommandation de la HAS, un webinaire sur autisme et parentalité, un podcast, voilà. Donc, je vais vous présenter ensuite les ressources un petit peu plus en détail. Ici, dans notre menu, vous avez une page dédiée aux professionnels. Donc là, vous allez pouvoir vraiment trouver beaucoup d'informations en tant que professionnel. Donc vous voyez qu'on a un item sur accompagné sur les questions de parentalité. Voilà. Et puis, vous avez d'autres pages sur Handigynéco Bretagne. Voilà, nos pages thématiques. Même chose, on a des actualités, des événements, des newsletters auxquels vous pouvez vous abonner, que vous pouvez relire. Puis il y a la toute dernière, là, qu'on vient de sortir sur la question de la sexualité. Donc c'est plutôt des dossiers thématiques. Donc voilà toutes les ressources que vous pouvez trouver sur Intimagir. Dernière petite à vous montrer, si ça vous intéresse, pardon, c'est le Racontez-nous. Racontez-nous, en fait, ce sont des témoignages où je vous invite à venir témoigner, poser des questions, donner des astuces, des outils. En fait, il suffit de remplir
le petit formulaire ici, on le reçoit, on le retravaille avec vous, hein, s'il y a besoin. Il ne va pas être en ligne comme ça directement, rassurez-vous. Et puis après, du coup, il peut apparaître. Voilà. Donc ça, c'était pour Intimagir. Pour nous contacter, voilà, nos coordonnées. Et puis, il y a un autre dispositif extrêmement important en Bretagne dans ce qui concerne la parentalité et le handicap, ce sont les CAP Parents. Alors, les CAP Parents, ce sont des dispositifs départementaux en Bretagne, hein, qui se développent. Il y en a un en Ille-et-Vilaine et un dans le Morbihan. Et donc, ce sont des dispositifs d'accompagnement à la parentalité des personnes en situation de handicap. Ce sont des financements de l'ARS. En Ille-et-Vilaine, c'est porté par la DAPI 35. Donc, on est partenaire, hein, bien sûr, et également avec l'HAD 35. Donc, Cap Parents 35 va faciliter l'orientation des personnes en situation de handicap vers des structures plus adaptées en matière de parentalité et en s'appuyant sur des ressources qui sont déjà existantes dans le département. Et donc, c'est pour les professionnels de tout secteur accompagnant des personnes en situation de handicap qui sont confrontés à des questions liées à la parentalité. Et donc, il y a un formulaire de saisine qui est disponible sur le site de l'API 35. Dans le Morbihan, le CAP Parents 56 est porté par l'association ENISEM. Donc là, il vient compléter l'offre existante en accompagnant les parents ou les futurs parents en situation de handicap depuis le projet parental jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Et là, c'est une équipe pluridisciplinaire qui va proposer un accompagnement personnalisé des parents et des futurs parents et un appui aux professionnels. Et donc, bien sûr, il est en lien avec Intimagir Bretagne et anime donc une dynamique territoriale autour de la parentalité et du handicap. Donc, vous avez un lien là tout en haut et qui permet d'avoir des informations complètes sur notre page Intimagir Bretagne. Donc ça, ce sont voilà, les trois grands dispositifs vraiment en lien avec la parentalité. Ce que je voulais vous faire, c'était vous présenter quelques ressources, voilà, pour vous donner une petite idée de ce que vous pouvez trouver sur nos sites et ce qui peut être utile en fait directement. Donc, les ressources vraiment très pratiques sur la question soignant-soigné, la posture du professionnel, vous allez trouver beaucoup de choses sur le site HandiConnect avec des fiches conseils. Donc, j'accueille une personne en consultation en situation de handicap, vous avez une petite fiche pratique. J'accueille en consultation une personne qui présente un trouble du développement intellectuel, pareil, vous allez avoir une petite fiche pratique, donc c'est très utile. C'est aussi un réseau d'experts, vous pouvez leur poser des questions et ils proposent aussi des formations. Donc ça, c'est vraiment un outil indispensable. Autre outil très utile, eh bien, c'est Santé BD. Alors Santé BD, en fait, réalise beaucoup de documents en facile à lire et à comprendre, donc réalisés avec des personnes qui présentent une déficience intellectuelle, avec des textes adaptés, qui sont très clairs, beaucoup d'images, et il y a plusieurs images, documents, petits fascicules qu'on peut facilement imprimer en PDF et qui vont parler de la constatation gynécologique, de l'échographie, ses émotions, voilà, pour vous donner quelques exemples, des choses sur les dépendances, sur voilà, plein de choses. Santé BD, c'est vraiment un très bon outil. De façon assez pratico-pratique, il y a aussi l'application Medipicto, qui est une application pour smartphone. Et alors là, je vous ai mis quelques voilà, screenshots là, d'un écran de téléphone. Et en fait, avec des images, ça permet, notamment en maternité, voilà, d'expliquer ce que vous avez des contractions, est-ce que vous avez perdu les os. Et avec les images, on arrive à bien comprendre. Il y a aussi, voilà, petite silhouette qui permet de comprendre et de communiquer. Donc, c'est extrêmement utile. Et puis aussi des petites échelles graduées comme ça pour parler, voilà, la douleur, de ses émotions, etc. Et puis le visage de la personne qui peut aussi aider. Donc ça, c'est très aidant pour bien communiquer. Pour les personnes sourdes,
Ce qui peut être utile en tant que soignant, c'est d'utiliser le dictionnaire en ligne, ELIX, parce que des fois on peut trouver des signes, mais on ne sait pas trop, voilà, à partir d'un dessin, comment faire le signe. Sur ELIX, vous avez des petites vidéos, donc ça vous permet d'avoir quand même pas mal de vocabulaire. Et MedicoSign, c'est un petit peu le même principe, ce sont des vidéos en langue des signes, mais là on a plus un vocabulaire médical, qui n'y a pas toujours sur ELIX, donc c'est vraiment très utile. Et puis pour information, il y a une plateforme qui s'appelle SOS Surdus, une plateforme d'écoute en langue des signes qui est tenue par des personnes sourdes qui sont formées et donc qui sont chapeautées par une psychologue clinicienne qui est sourde elle-même. Ça, c'est un bon moyen, un bon outil pour tout ce qui est santé mentale. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, des psychologues bilingues en langue des signes, il y en a peu. Et SOS Surdus, c'est quand même une plateforme qui permet ben, voilà, d'échanger avec des personnes sourdes plus facilement. Un autre site là qui va être plutôt pour des personnes qui présentent des troubles psychiques, c'est la plateforme Psycom, extrêmement bien faite sur toutes les questions de santé mentale et qui va proposer différentes ressources. Donc, je vous ai mis quelques exemples, comme le GPS parent qui permet d'avoir des directives en fait anticipées en psychiatrie sur les périodes hors crise pour des personnes, d'expliquer comment est-ce qu'elles voudraient qu'on s'occupe de leur enfant quand elles seront en période de crise. Ça permet vraiment de travailler ces notions-là. Ça permet de travailler sur globalement la santé mentale des parents. Il y a une petite BD qui s'appelle Devenir papa aussi, qui est extrêmement intéressante à exploiter. Voilà. Alors plus spécifiquement sur la parentalité, donc je vous l'ai dit, il y a beaucoup de ressources sur Intimagir Bretagne, hein. Je vous ai mis voilà, quelques exemples avec des PDF, nous attendons un bébé, bébé est là, avec des choses en falque, des petits dessins. Le site des 1000 premiers jours aussi, qui existe en falque, voilà, qui présente vraiment un très bon intérêt. Et puis, il y a aussi, alors je ne sais pas si vous connaissez ça, mais le site internet Mon Parcours Handicap, .gouv, hein, c'est un site du gouvernement, qui a une page spécifique sur la parentalité. Donc, je vous ai mis aussi le lien. Et puis, vous avez toujours cette question des violences à pas oublier. Donc, voilà, quelques petites fiches pratiques pour les fiches HandiConnect dont je vous ai parlé, pour mieux dépister les questions de violence et de handicap. Il y a aussi l'échelle de l'état de stress post-traumatique qui a été traduit en facile à lire, à comprendre, qui est vraiment très très utile pour dépister si la personne subit un stress post-traumatique. Et alors aussi, on est très content parce qu'au niveau d'Intimagir Bretagne, on mène un grand groupe de travail sur la question violence et handicap. Et vient de créer un violentomètre, donc qui est traduit en falque, qui est traduit en vidéo langue des signes et audio, donc de façon à ce qu'il soit très accessible. Et c'est un violentomètre qui permet donc de mesurer la question des violences dans les rapports humains. Donc on ne s'est pas focalisé sur une relation forcément conjugale avec un partenaire. C'est vrai que les violentomètres qu'on connaît, c'est plutôt la situation d'une femme qui subirait des violences de la part de son partenaire masculin. Là, on s'est mis dans toutes les possibilités, configurations. Ça peut être un homme ou une femme qui subit des violences de la part soit de son partenaire, soit aussi d'un membre de la famille, d'un professionnel. Voilà, ça reste très très neutre et très très large. Donc pour tout type de relation. Et l'idée, c'est d'aller du vert jusque vers le rouge et de pouvoir identifier si je suis dans une situation de violence ou bien si moi-même, on peut l'utiliser aussi à l'inverse, si moi-même, il me semble que quand même là, je suis violent à l'égard d'une personne. Et donc, je pense que c'est une question de jours ou de semaines, il devrait être en ligne très prochainement sur le site Intimagir Bretagne. Et puis, il y a une formation qui est très bien faite, qui s'appelle Protection des personnes en situation de handicap contre les violences sexuelles. Vous avez le lien ici et aussi toutes les informations dans les ressources Intimagir. Voilà. Il me semblait important quand même de faire un petit focus aussi sur les violences.
Donc, eh bien, j'en ai terminé pour toute cette présentation. Je vous remercie beaucoup. Merci Euh, Sophie. voilà, c'est Alors, assez rapide et assez dense. très Donc, riche surtout. Merci beaucoup. j'espère que je Euh, vous ai pas noyé. non, non, c'était très clair et très, très bien. Alors, je suis désolé, dans la partie conversation, moi-même ne pouvant pas poser de questions, je ne sais pas si vous avez pu l'utiliser, cette petite possibilité de poser des questions. Donc voilà, moi je suis bloqué, je peux pas poser de questions, je ne sais pas pourquoi. Je suis pas technicien, je suis pas très bon pour ça. Alors si vous avez des questions et vous souhaitez les poser directement, il n'y a pas de souci, vous pouvez profiter de ce moment pour le faire. Des questions, des Ou remarques, des hein, remarques, des témoignages voilà, aussi. Mm. je Mm. pense que si vous êtes là aussi, c'est que la question, voilà, vous intéresse et vous avez peut-être des témoignages, des choses à apporter. Et c'est volontiers. Alors on a Marion Lucard Alors, de Emissem justement. Marion, Ouais, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. oui, Ça fonctionne. Déjà, bonjour à tous. Donc oui, je suis Marion Lucas, je suis coordinatrice du CAP Parents Morbihan. Donc déjà, merci Sophie d'avoir présenté les CAP Parents, les 2 CAP Parents bretons. Malheureusement, pour l'instant, il n'y en a que 2, mais on croise les doigts pour qu'un jour, il y en ait 4. Et je voulais juste rebondir sur, c'était plutôt au début de ta présentation, venir corroborer ce que tu disais par rapport à la nécessité vraiment de conforter les personnes dans leurs compétences et sur la nécessité permanente, nous, sur toutes les situations qu'on accompagne, quel que soit le type de handicap, parce qu'on a on accompagne, pardon, aussi bien des personnes en situation de handicap psychique, intellectuel, moteur. Toutes les situations qu'on accompagne, c'est des parents qui ont besoin d'être réassurés dans leurs compétences parentales, qui ont besoin qu'on leur dise qu'ils ont des capacités et qu'ils y arrivent, et que oui, parfois, évidemment, il y a besoin de soutien, mais n'empêche qu'ils ont des compétences, et aussi que les problématiques qu'ils rencontrent, elles ne sont pas forcément liées à leur handicap. On a vraiment ça aussi tout le temps. Des parents qui s'inquiètent parce que, je sais pas, moi, ils n'arrivent pas à poser le cadre, parce que leur enfant regarde trop un écran. Et quand on leur dit, bah, en fait, ça, c'est des problématiques que l'ensemble des parents rencontrent. Alors, peut-être que eux ont besoin d'un soutien particulier pour arriver à y faire face, mais n'empêche que la problématique, elle n'est pas liée, pardon, à eux intrinsèquement. C'est aussi des difficultés qui sont rencontrées par l'ensemble des parents. Donc, je voulais juste, voilà, conforter ce que tu disais, parce que vraiment, ça, s'il y a 2 choses qui ressortent de l'ensemble de nos accompagnements, c'est vraiment ça, ce besoin indispensable et voilà, sur toutes les situations, de venir les réassurer. Merci beaucoup. merci Alors, beaucoup, Marion. Greta Maurice. Bonjour. Bonjour, Bonjour. pardon. Euh, bonjour, alors je suis en charge de l'animation du réseau Parentalité 35 pour le département d'Ille-et-Vilaine. C'est une mission qui a été confiée à la Fédération Famille Rurale, pour laquelle je suis aussi chargée de mission parentalité. Je me demandais, il y a une association qui a été citée, les papillons au Finistère, j'ai noté. Euh, Le centre papillon en Finistère a été cité, ayant fermé, donc de ce qui a été dit. Est-ce que il existe des choses plus similaires encore en Ille-et-Vilaine ou pas du tout? Parce que j'imagine que ça aurait peut-être été cité dans les ressources. Et ma deuxième question, et comme ça je pose tout, c'est existe-t-il des dispositifs de paire aidance pour soutenir les parentalités, ou en tout cas les parents dans dans l'entrée dans la parentalité? Je pense notamment au CREAI là, qui se lance sur un dispositif d'accompagnement par les pairs. Et je me demandais s'il y avait des choses similaires qui tendaient à apparaître à l'échelle régionale ou départementale. Oui, alors effectivement, le centre papillon a fermé au moment de la pandémie de Covid. Voilà, donc là, à notre connaissance, en fait, c'est vrai qu'au niveau du centre ressources Intimagir, on essaye vraiment de rechercher ce type d'association. À notre connaissance, en Bretagne, il y en a pas, ou peut-être qu'on les connaît pas. Et pareil, sur des structures vraiment de pair aidance en lien, voilà, parentalité et handicap, c'est la même chose, on n'en a pas connaissance. Euh,
Maintenant, peut-être qu'au sein de, par exemple, de groupes d'entraide mutuelle ou peut-être d'associations, il y a très probablement des situations peut-être de père aidance, mais voilà, qui ne sont pas vraiment institutionnalisées. En tout cas, nous, on a voilà, un petit peu du mal pour l'instant à les connaître. Après, Intimagir est récent et en tout cas, je vous invite, hein, si, si vous entendez parler de ce type de dispositif, à les renvoyer vers nous pour qu'ils puissent être identifiés sur notre annuaire cartographique, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait développer et qu'on aimerait aussi développer au travers de notre page qui s'appelle Racontez-nous, tout simplement, où on n'est pas sur un échange direct, mais ça peut être proposer un témoignage ou un outil, une astuce, et c'est quelque chose qu'on aimerait développer. Et juste, Marion, peut-être, du coup, tu voulais peut-être compléter. Ouais, sur la pérédance, juste dire qu'à notre petite échelle, mais du coup pas sur l'île-et-Vilaine, mais sur le Morbihan, on va nous essayer de monter là sur le début de l'année prochaine un petit groupe de pérédance. Alors parce qu'il faut bien commencer par quelque part, ce sera un groupe de pérédance à destination de personnes qui sont en situation de handicap moteur plutôt. Et on va partir sur un petit groupe pour l'instant puisque ça va être notre première. Mais en tout cas, voilà, on va essayer de développer ça. Et donc, encore une fois, sur le Morbihan, mais il ne faut pas hésiter à renvoyer vers nous s'il y a des gens, des personnes qui se sentent concernées, qui ont envie de participer à ce type d'expérience. Voilà, ça fait partie des chantiers qu'on a envie de mener. Il me semble qu'au niveau du Cap Parent 35, c'est quelque chose aussi qui est en projet. Je ne sais pas si Bruno Boudet ou quelqu'un du Cap Parent 35 a pu se connecter. Je sais qu'il devait être présent, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose aussi qu'ils aimeraient développer en Ille-et-Vilaine. En tout cas, je suis preneuse du contact de la personne qui est sur Cap Parent 35, aussi parce qu'il y a la journée départementale des partenaires parentalité là, qui va avoir lieu au mois de décembre et que je pense que les parents en situation de handicap sont largement oubliés dans les propositions d'action qui sont financées par le REAP, le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parentalités en Ille-et-Vilaine. Ça vaudrait le coup d'arriver à s'associer aussi sur cette journée-là pour pas les oublier. Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est sûr qu'au niveau des réap, il y a vraiment besoin de. Les parents, moi, je vois quand j'étais plus en activité sur le terrain, les parents en situation de handicap que j'ai pu accompagner parlaient voilà, d'un manque d'accessibilité au niveau des réap. Et c'est vrai que ça pourrait être dans les critères, en fait, pour la CAF, de mettre en place un réap, mais que voilà, qu'il y ait un souci, en fait, d'accessibilité, ça serait vraiment super. Qui ont au moins une obligation d'un minimum Mm. d'accessibilité. Ouais. Mm. C'est Bruno Boudet, c'est ça qui est en référence du Oui, Cap tout Parent. à fait. Donc, de toute façon, Greta, du coup, vous avez mon mail aussi dans le Oui, je PowerPoint. l'ai vu, ouais. Coordonnées. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis je pourrai vous mettre mon lien. Merci beaucoup. Alors, je vois que Ok. Madame Valérie, je crois que vous souhaitiez intervenir. Oui, merci. Ben justement, pour évoquer aussi le fait que nous avons engagé cette réflexion autour de la démarche partenariale au réseau Périnatalité Bretagne, et notamment aussi dans nos travaux euh, et groupes de travail notamment. Et je pensais, Sophie, aussi à la formation dispensée donc en décembre sur parentalité handicap. Il serait effectivement, alors je sais que tu fais bien sûr appel à des personnes en situation en situation de handicap, mais voilà, peut-être en lien avec le sujet de la parentalité et de la périnatalité, ce serait d'autant plus porteur encore, je pense, qu'il y ait des échanges, en l'occurrence aussi avec les professionnels dans ce cadre-là. Et on l'évoquait aussi au sein donc, de nos groupes de travail du réseau périnatal. C'est vrai que tous les outils qu'on conçoit pour les usagers, à mon sens, ils devraient être réalisés avec des patients experts, des patients partenaires. Ça nous paraît évident. Mais c'est une petite révolution là qui a un peu, voilà, qui s'amorce et qui, même avec les associations d'usagers aussi, a peut-être du mal encore à s'ancrer de manière, comme vous dites, Madame Lucas, il faut démarrer de manière progressive sur le sujet. Mais en tout cas, c'est une volonté du réseau aussi, je voulais juste le préciser.
Et on travaille en lien avec le CAPS sur ce sujet aussi. C'est vrai que peut-être pour compléter la formation dont Yvette Valriche parlait, c'est une formation que nous avons construite, donc le réseau périnatalité, Intimagir et Brest Santé Handicap, donc là qui aura lieu le 1er décembre prochain. Je crois que c'est quasiment complet, mais en tout cas, voilà, elle sera renouvelée très probablement. On l'avait déjà fait l'an dernier. Et c'est une journée plutôt pour les professionnels de santé, pour qu'ils soient sensibilisés à la question du handicap. C'est plutôt dans ce sens-là. Et pour pouvoir améliorer l'accompagnement sur les questions parentalité, mais aussi tout ce qui est autour voilà, sexualité, lutte contre les violences. Et effectivement, au cours de cette journée, c'est intéressant de pouvoir faire intervenir des personnes concernées. Donc, c'est le cas. C'est vrai qu'il y a cet aspect père aidance qui est hyper important et qui manque. Les personnes le disent, qu'elles aimeraient bien trouver des associations pour pouvoir, au moment de la parentalité, trouver des astuces, etc., une aide. Et puis transmettre aussi. Et puis, il y a aussi cet aspect transmission aux professionnels où c'est important qu'on travaille ensemble. C'est indispensable. Et justement, Sophie, j'avais une question dans ce sens. Alors, j'entends là, les modalités de réponse que vous pouvez apporter, notamment avec ces journées de formation. Alors, c'est donc inter-établissement, c'est ouvert à tout professionnel concerné par cette question. Est-ce que vous avez d'autres modalités d'accompagnement? Alors, pour préciser, par exemple, je suis professionnel de santé dans une maternité, je souhaite être sensibilisé sur cette question, notamment autour du handicap. Comment je peux vous solliciter ou avoir votre appui pour répondre à ce besoin? Alors, en fait, il y a déjà une première étape, c'est tout simplement consulter notre site internet parce que sur le site, dans les différentes ressources qu'on propose, il y a des formations en ligne, il y a des webinaires, il y a tout un tas de documents, de recommandations. Donc, on peut déjà quand même avoir pas mal d'infos. Donc, c'est un premier palier. Après, il y a vraiment s'inscrire éventuellement à la formation qu'on propose avec le réseau Périnatalité Bretagne. Et puis pour les professionnels qui sont salariés en structure sanitaire ou dans le médico-social aussi, on peut l'imaginer tout à fait. On accompagne aussi. Et puis les professionnels qui travaillent aussi en PMI. Là, on peut réfléchir ensemble à construire une formation. Et ça nous est arrivé, en fait, de dire, voilà, quels sont vos besoins? Nous, on connaît des experts, on essaye de réfléchir ensemble à un programme et pour coller au mieux, en fait, à leurs besoins. Voilà, ça, c'est tout à fait possible de construire ce type d'intervention. Voilà. D'accord, là, on est vraiment au cordeau, quoi. C'est vraiment fait pour apprendre un besoin Oui. spécifique. Ok. Voilà, c'est ça, parce que c'est vrai que la formation du réseau, elle est généraliste, elle donne des bases. Elle a lieu pour l'instant, bon, on l'a fait que 2 années, donc elle a eu lieu que 2 fois. Voilà, c'est encore peu par rapport au nombre de professionnels en Bretagne, c'est énorme. Donc c'est vrai que si on veut sensibiliser un petit peu plus large, ça serait plutôt l'idée qu'un établissement, une maternité, voilà, un centre de santé sexuelle ou un établissement médico-social aussi qui se spécialise sur l'accompagnement à la parentalité, nous contactent, nous disent voilà, nous, on a besoin de ça. Et puis nous, on réfléchit ensemble. Voilà, on connaît beaucoup voilà, d'experts et on peut réfléchir pour les faire intervenir et coller au mieux aux besoins. Et je rajoute qu'au-delà de la formation aussi, Sophie, lors de ton intervention à la journée des sages-femmes coordonnateurs et coordinatrices en maïeutique, nous avions aussi proposé que tu interviennes dans des réunions de service, tout simplement, pour présenter un petit peu le dispositif et permettre une sensibilisation des professionnels, des équipes de gynéco-obstétrique en l'occurrence, à peut-être justement faciliter aussi les liens, de vous solliciter lorsqu'il y a des situations ou des parcours complexes à formaliser. Voilà, donc les liens se créent aussi au travers de réunions de service au-delà de la formation, quoi.
Bah oui, tout à fait. C'est sûr que nous, nos sites, voilà, on travaille beaucoup dessus. On essaye d'avoir une veille aussi sur tout ce qui est documentation, événements, etc., pour que les ressources soient tout le temps actualisées. Mais il faut que les professionnels aillent sur le site. Donc, c'est vrai qu'Intimagir, Brest Santé Handicap, ce sont des dispositifs récents. Et il faut en fait qu'on se fasse connaître petit à petit. Bah, c'est vrai que c'était formidable d'avoir pu être invité au moment de la réunion de tous les cadres coordinateurs de maternité là en juin dernier. Où Yvette, tu m'avais proposé d'intervenir parce que ça va permettre après d'aller au cas par cas, que je puisse rencontrer chaque maternité, leur présenter ce qu'on fait pour que le professionnel qui à 3 heures du matin accueille une personne qui a telle particularité, qui a une déficience intellectuelle, bah tac, on va retrouver des choses en facile à lire, à comprendre sur Santé BD en 5 minutes, les imprimer et ça va tout de suite faciliter les choses, quoi. Mais il faut savoir que ça existe et pour ça, bah, c'est un travail un petit peu de longue haleine de venir à la rencontre des professionnels et de chaque établissement. Merci Sophie. Y a-t-il d'autres remarques, questions ou témoignages dans les participants aujourd'hui? N'hésitez pas, hein. Profitez de... Alors, Madame Sadler, alors j'écorche le Bonjour, nom. il n'y a pas de problème. Bonjour, je suis ergothérapeute en service d'accompagnement à domicile pour l'Association des paralysés de France, si ça vous parle, l'APF. Donc nous, on accompagne un public adulte en situation de handicap moteur. Le critère de la parentalité ou de la grand-parentalité, c'est un critère de priorité voilà, en termes d'accompagnement. Dans votre échange, je pense à deux choses. Nous, notre besoin, donc on est bien identifié en termes de ressources. Les questions qui nous parviennent, nous, c'est plutôt des questions d'installation, des questions pratico-pratiques, des questions matérielles. Comment je sangle mon bébé dans un siège auto quand j'ai une hémiparésie, par exemple. Donc voilà, sur toutes ces questions-là, en fait, quand vous dites on peut monter des formations au besoin, c'est vrai que moi, du coup, ça me fait penser à ces deux choses. Est-ce que votre réseau pourrait permettre à des ergots comme nous, on est plusieurs, d'identifier en fait des pairs pour nous, entre guillemets, d'autres ergots ou en tout cas des professionnels un peu ressources sur cet aspect purement pratico-pratique en Bretagne pour s'entraider sur des situations, handicap moteur. Et est-ce que c'est possible voilà, de pouvoir suivre une formation aussi spécifique que ça à un moment donné? Parce qu'en fait, nous, on vient chercher, on vient nous chercher en tant que ressources, mais nous, la veille matérielle, enfin voilà, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire au quotidien. Donc voilà. Ouais, c'est une très bonne idée. C'est si, je trouve que c'est très intéressant. Je pense. Alors, vous êtes situé dans quel secteur en Bretagne? À Brest. Ok, d'accord. Bah, j'ai entendu parler de vous récemment, du coup. En fait, oui, je pense que ça pourrait être intéressant. De toute façon, voilà, comme on est tout récent, de travailler cette question du réseau et du partage de connaissances. Comme je disais, il y a vraiment aussi un savoir à produire et pouvoir échanger et créer un peu une émulation. Alors, ça peut être sur les aspects environnement, voilà, physique, en fait, tout simplement, euh, avec pour des profils de personnes qui ont des troubles moteurs, mais après, voilà, on pourrait imaginer des rencontres avec, sur d'autres thématiques. Donc ça, c'est quelque chose peut-être à développer, peut-être en partenariat aussi avec le réseau périnatalité. Enfin, c'est vraiment des choses qu'on pourrait mettre en place. Moi, je vous invite parce que justement, quand j'ai entendu parler de ce que vous faisiez là sur le secteur là, du Finistère, peut-être ça pourrait être intéressant aussi, si vous en êtes d'accord, de vous inscrire sur notre annuaire cartographique, parce que du coup, ça permet qu'on vous retrouve. Donc là, quand vous allez sur Intimagir, vous allez sur la page annuaire, et en bas de la page annuaire, il y a le petit formulaire, voilà, et vous pouvez vous inscrire. Et puis après, c'est pareil, vous avez mon mail, donc il ne faut pas hésiter à m'écrire, et puis après, on pourrait réfléchir à pourquoi pas créer une rencontre en fait en ergothérapie sur cette question de parentalité et handicap, hein.
C'est tout à fait faisable. Parce qu'une fois que les gens se sont rencontrés, après, ça crée un réseau. Et puis, on peut imaginer, avec tous les réseaux sociaux qui existent, d'avoir un système d'échange, quoi. En fait, je complète juste, la ressource que moi j'utilise, c'est qu'au sein de l'association nationale qui est l'APF France Handicap, il y a un service d'accompagnement dédié à la parentalité qui s'appelle les SAPPH, si ça vous parle. Oui. Voilà. Mais du coup, donc moi, j'interpelle les collègues ergo en France des SAPPH de l'APF, mais on n'a pas l'équivalent en fait sur le territoire breton. Et on voit bien qu'après, les turnovers professionnels sont ce qu'ils sont. Donc, quand on a un ou deux contacts, ben, nous, on les utilise ici. Mais voilà, ils sont assez précaires, quoi. Alors, bon, SAPPH, en fait, ça a évolué maintenant vers Cap Parent. En fait, maintenant, ça s'appelle Cap Parent. Donc, Ah, ok. peut-être Marion, je vais te laisser intervenir parce que du coup, tu vas pouvoir, je pense, parce que vous avez un ergothérapeute, enfin une ergothérapeute, je crois, dans Ouais, votre équipe, hein. c'est ce que j'allais dire. Effectivement, nous, on a une ergothérapeute dans l'équipe qui d'ailleurs est à temps partiel chez nous, mais le reste de son temps partiel, elle était jusqu'à il y a très peu de temps à l'APF aussi. Et donc, ce que je peux vous proposer, c'est de vous mettre en lien déjà avec notre ergothérapeute, sachant qu'elle-même est en lien, elles ont un groupe, je crois que c'est un groupe WhatsApp tout simplement, avec les autres ergothérapeutes des autres CAP Parents de France. Donc, ça donne quand même accès à un certain nombre de ressources et de situations qui ont déjà été rencontrées et sur lesquelles, du coup, les collègues ont déjà travaillé parce que ce qu'elle nous explique et ce qu'on voit bien, c'est qu'à chaque fois, chaque situation est nouvelle et à chaque situation, il faut qu'elle réinvente une solution. Mais du coup, bah, voilà, il y a déjà plein de situations qui ont été rencontrées quand même et le fait de pouvoir s'appuyer les unes, je dis les unes, mais il y a sûrement des hommes aussi, donc les unes et les uns sur les autres, ça peut être riche aussi. Et effectivement, organiser des rencontres, ça pourrait aussi être facilitant. Et on n'est pas dans le Finistère, mais enfin, on n'est pas très très loin. Donc, ça peut être plus facile aussi. Oui, je pense. Bon, vraiment, n'hésitez pas, pareil, à m'envoyer un mail parce que je peux vous mettre en lien. En plus, il se trouve que nos voisins de bureau, ce sont des ergothérapeutes de Saint-Hélier, dont une ergothérapeute qui est spécialisée dans la parentalité. Donc, c'est pareil, je pourrais vous mettre en lien. Et voilà, on va pouvoir créer un petit réseau comme ça. Merci. Donc, on voit qu'il y a des vrais besoins, des vraies questions hein, sur différentes dimensions. Donc, je pense que c'est important de pouvoir engager tout ça. Allez, une dernière chance. Quelqu'un voudrait prendre la parole? Alors, simplement pour vous dire, alors, moi je vois plus Sophie, je ne sais pas si vous la voyez encore. Le support va être partagé hein, pour les personnes qui auront participé au webinaire. Donc, vous aurez tous les liens que Sophie a intégrés dans son support et ils sont nombreux et donc c'est des ressources et des outils qui seront très très riches et précieux. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à les partager si, autour de vous si vous le souhaitez. Et le replay, donc l'enregistrement, comme je le disais en introduction, sera également partagé. Donc si vous avez des connaissances, des collègues, des personnes concernées qui souhaitent également, qui souhaitaient voir ce webinaire mais qui ne pouvaient pas se libérer pour diverses raisons, n'hésitez pas à leur partager également l'enregistrement. Alors, sous quel délai? Ça, on ne saura pas vous dire pour l'instant. On va s'en occuper et puis on vous communiquera tout ça dans un délai raisonnable. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Allez, une toute dernière chance si quelqu'un a vraiment envie de dire quelque chose. Visiblement, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si Sophie, tu veux dire un dernier mot? Oui, bah Madame en tout cas, Valérie, un sans grand doute merci pour ces échanges. Enfin, je trouvais que c'était très intéressant qu'on puisse échanger aussi de vive voix comme ça sur la fin et puis de voir qu'il y a des initiatives en Bretagne et puis une volonté en fait d'avancer ensemble. Et je trouve ça vraiment très stimulant, très intéressant. Donc, bon, en tout cas, j'espère que avoir pu voilà, vous donner quelques éléments là sur ce temps-là. Et puis ben, je remercie beaucoup la CAPS Bretagne, Pascal Jarnot, Thomas Martin, et puis le réseau périnatalité Yvette Valrich et toute l'équipe voilà, pour tout l'aspect logistique de l'organisation du webinaire et de m'avoir invité pour présenter cette thématique. Merci à toi, Sophie. Merci pour cette belle présentation autour d'un sujet à très fort enjeu et qui regroupe effectivement tous les sujets autour
des vulnérabilités de la parentalité en l'occurrence. Merci beaucoup. Merci à Merci. tous pour votre présence et puis bon après-midi. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.